On est en direct, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'actualité sociale de janvier. Je vous souhaite, pour commencer, une excellente année 2025. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit pour l'actu. Donc, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je suis accompagnée par Fabrice et Coralie. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je commence quand même par vous souhaiter la bonne année, une excellente année 2025 et après je passe la parole à Coralie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est le tout premier webinaire de l'année 25. Donc, je vous adresse à chacune et à chacun mes meilleurs vœux pour cette année. Je ne veux pas faire une trop grande introduction sur ça, mais j'accède et surtout j'appuie sur la santé et le temps qu'on prend au quotidien pour prendre soin de soi et de ses proches. Donc, je vous souhaite de vivre même les moments les plus simples accompagnés pour vivre de belles émotions cette année. Alors, Capstan en résumé, comme on le dit souvent, on va le faire en résumé au cas où il y aurait effectivement des nouveaux qui suivent ce webinaire. Donc, Capstan, tous autant que nous sommes avocats associés, collaborateurs, on intervient exclusivement en droit du travail et en droit de la sécurité sociale aux côtés des entreprises, donc employeurs, quelle que soit la taille, l'effectif, donc, et le secteur d'activité. Au quotidien, alors nous, avec Fabrice, on est à Marseille, mais bien évidemment, on prend notre petite valise quand il faut aller dans le nord de la France pour aider, sinon pour former et de plus en plus, on fait des audits. Voilà. Fabrice, il va se charger de ponctuer ce que je viens de dire. Alors, je n'ai plus grand-chose à ajouter, effectivement, si ce n'est qu'évidemment, pour nous, le Nord, c'est au-dessus de Lyon. Hein. Bon, voire Aix-en-Provence, effectivement. Donc, effectivement, Capstan, cabinet d'avocats spécialistes en droit du travail, Coralie vient de le dire. J'ajouterai peut-être un point, ou deux même. Nous sommes un organisme de formation également. Non seulement nous sommes avocats, on peut vous défendre et vous conseiller, mais nous sommes un organisme de formation. Nous pouvons organiser des formations notamment sur mesure, au-delà de notre catalogue de formations habituel. Et nous travaillons, c'est le deuxième point, essentiellement, parce que c'est une bonne technique, par abonnement. Et un petit peu plus tard dans le webinaire, je me permettrai de mettre le lien avec notre plateforme d'abonnement sur laquelle vous pourrez aller évaluer le coût d'un abonnement auprès de notre cabinet, les modalités de cet abonnement, et puis demander, si vous le souhaitez, à être contacté pour plus d'informations, voire même à souscrire si cela vous intéresse. Voilà pour la petite minute introductive. Allez, top. Du coup, je vais continuer juste avec QuickMS et après on passe à l'actu sociale, promis. QuickMS, du coup, on est une entreprise, on a été créé suite à la déclaration sociale nominative, pardon. Et en fait, l'idée, c'était de se servir des données qui étaient incluses dans la déclaration sociale nominative pour automatiser les rapports légaux. Donc, on a un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser les rapports légaux comme la BDESE, l'index, le bilan social, etc. Et on a un deuxième logiciel qui s'appelle Crew et qui digitalise l'expérience collaborateur, donc avec des fonctionnalités autour de la digitalisation des entretiens professionnels individuels, des objectifs, des enquêtes, de la formation, etc. Allez, je vais partager la présentation et elle est ici. Dites-moi si vous le voyez bien. Ah, quel est le mail? Alors, ça commence bien, Fabrice. Quel est le mail pour les abonnements Capstan? Donc, si tu peux le mettre comme ça, Alors, je vais le mettre tout de suite, avant de prendre la parole. Donc, il va falloir meubler quelques secondes. Et parce que j'ai malheureusement un cerveau qui ne me permet pas de tout faire en même temps. Mais je vous le mets tout de suite. Top. Oui, sinon on est inverse, je commence par la Voilà, c'est fait. C'est bon? Allez, c'est parti. Vous devriez l'avoir, en principe. Je commence donc avec ce premier arrêt où on va parler d'élections professionnelles et plus précisément de ce que peut contenir ou pas le protocole électoral que l'on est amené à conclure lorsqu'on organise les élections du CSE. Vous savez certainement que depuis une réforme qui date maintenant de quelques années, le Code du travail prévoit qu'il doit y avoir des règles à respecter quant à l'établissement des listes de candidats présentées par les organisations syndicales
C'est notamment le texte de l'article L23-14-30 du Code du travail qui prévoit, je vais le citer paraphrasé, qui prévoit que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à, j'adore cette formule, épuisement des candidats d'un des sexes. Je vous évoque ce texte parce que c'est tout le sujet de cet arrêt de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un syndicat a contesté les élections, en tout cas les résultats d'une élection CSE, c'était l'UNSA pour ne pas nommer le syndicat, au motif que l'un de ces candidats aurait dû être élu à la place de ceux qui ont été déclarés élus, parce que il y avait une problématique sur le classement de la présentation des candidats sur la liste. Pourquoi ? Parce que dans ce dossier, le protocole qui avait été signé avait précisément prévu l'ordre d'alternance des candidats. Par exemple, pour le premier collège, il y avait 5 hommes et une femme, et il y avait été prévu une alternance homme, femme, homme, 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 et ainsi de suite pour les autres collèges. Autrement dit, il n'y avait pas une alternance femme-homme, homme-femme, femme-homme, etc., en alternant exactement les deux sexes. Le débat devant la Cour de cassation revenait finalement donc à dire est-ce que le protocole électoral peut s'arranger avec cette règle légale et prévoir les modalités de l'alternance sur des sexes sur les listes ou pas. Autrement dit, est-ce que ce protocole était valable et pouvait prévoir des règles d'alternance propres, spécifiques, négociées? Eh bien, la réponse est négative. La Cour de cassation, dans sa décision, rappelle d'abord sa propre jurisprudence qui indique que, le texte du Code du travail, qui indique que la règle dont il est question est d'ordre public, absolu, et deuxième point, que ce texte n'impose pas de position ou d'ordre de l'alternance. Dès lors, elle considère qu'il résulte de ces textes que le protocole électoral ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance. Et donc, elle donne raison à l'UNSA, au syndicat qui avait fait l'action, puisque effectivement, il n'y avait pas d'alternance réelle, c'est-à-dire il n'y avait pas homme-femme ou l'inverse, femme-homme, puisque le texte effectivement ne précise pas par lequel des deux sexes on doit commencer. Donc voilà pour cet arrêt qui apporte quand même une précision importante en pratique. C'est vrai que il peut y avoir des tentatives, des tentations de jouer comme ça a été fait ici dans le protocole sur cette règle-là pour l'adapter, voire même défavoriser peut-être certaines organisations syndicales au détriment d'autres. Eh bien, la Cour de cassation nous rappelle clairement les règles légales en la matière. On ne peut pas y déroger par le protocole. Quand on parle d'alternance, c'est forcément un puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, etc., etc. On ne peut pas modifier le sens de l'alternance. Voilà pour cet arrêt. Est-ce qu'il y a des questions ? On n'a pas de questions. Donc Coralie, je te laisse prendre la main. Alors, autre sujet qui concerne cette fois la concurrence déloyale et en particulier s'agissant d'un salarié qui est embauché en temps partiel. Alors, petit laïus, petit rappel en la matière, puisque quand on parle de concurrence déloyale, c'est bien souvent cette terminologie-là qu'on retrouve dans les décisions de justice. Nécessairement, ça renvoie du coup à cette obligation de loyauté, à l'idée qu'il faut bien déterminer ce que l'on entend par cette exigence de loyauté de la part du salarié. Bien souvent, on fait allusion au caractère de malhonnêteté, puisqu'on dit que le salarié a interdiction d'être malhonnête à l'égard de son employeur. Et bien souvent aussi, de plus en plus, en réalité, dans les décisions, on voit apparaître ce terme de fidélité. Autrement dit, cette exigence de loyauté appelle à une certaine fidélité de la part du salarié. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre par ces termes-là ? Eh bien, la première des choses, c'est de dire, d'abord, le salarié a cette liberté de pouvoir travailler, a cette liberté de pouvoir cumuler des activités lorsque, comme ici, en l'occurrence, il est à temps partiel.
Par contre, en limitation, le salarié doit s'abstenir d'exercer une autre activité professionnelle qui fasse concurrence à son employeur. Donc, le principe, c'est bien la liberté de travailler, que ce soit en cumul d'activités en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant qui se mette à son compte. Par contre, il y a cette limitation, effectivement, à ne pas porter concurrence à l'activité même exercée par son employeur. Alors, autre petit aparté, puisque bien souvent aussi et les salariés ont raison, viennent dire, mais attendez, moi je suis à temps partiel, c'est bien logique que je puisse travailler de manière complémentaire et puis surtout que je puisse évoluer dans cette activité complémentaire, dans mon secteur d'activité et au-delà dans le métier que j'exerce au sein de votre entreprise. Et c'est là où effectivement cette décision de justice s'inscrit comme éclairante sur cette thématique-là, puisque en ce qui concerne les faits de l'espèce, ici, il s'agissait d'une salariée qui occupait un poste de responsable de service juridique, vous l'avez compris, à temps partiel, dans une société d'expertise qui exerçait une activité d'expertise comptable. Cette salariée avait cumulé 28 ans d'ancienneté au moment où elle a créé son entreprise individuelle, laquelle entreprise individuelle avait pour activité, pour objet social, donc de conseiller les entreprises en matière de stratégie et d'effectuer des prestations de services dites diverses. 3 ans après la création de son entreprise, finalement son employeur s'en rend compte, il la convoque en entretien préalable avec mise à pied. Et quelques jours après, alors ça c'est juste intéressant pour voir comment les salariés peuvent aussi réagir au moment où ils reçoivent la convocation, elle écrit à l'employeur pour dire finalement, outre le fait que j'ai rencontré des difficultés dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, je viens tardivement créer une demande de reconnaissance en accident du travail auprès de la CPAM. Bon, c'était vraiment l'aparté, je reviens sur le sujet, le cœur de cette décision, c'est vraiment cette concurrence déloyale. Mais c'était un axe pour elle de se défendre au-delà. Alors, elle est licenciée pour faute grave, elle saisit le conseil de prud'homme pour faire déclarer donc son licenciement nul et subsidiairement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour obtenir les indemnités correspondantes. Alors, sa position ici est de dire qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne saurait être caractérisé dans la mesure où, comme elle ne travaille qu'à temps partiel, elle était tout à fait en droit, en se fondant sur le principe de la liberté de travailler, elle était tout à fait en droit, du coup, d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité que son employeur et au-delà, dans le même métier que ce qu'elle occupait auprès de lui. La Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, ne suivent pas le raisonnement de la salariée. Prenons soin quand même de rappeler qu'effectivement, même si le salarié à temps partiel n'a pas cette obligation d'exclusivité envers son employeur et qu'il pouvait tout à fait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente. Et ici, l'arrêt est très bien rédigé parce qu'il vient d'apporter effectivement tous les éléments d'un point de vue objectif en disant les pièces révèlent que Madame s'adonnait à des activités qui empiétaient de manière très importante les activités du cabinet d'expertise comptable. Quand bien même le cabinet d'expertise comptable a pour activité principale effectivement d'établir la comptabilité, mais au-delà, là où la Cour de cassation a été pertinente, c'est de dire que ce cabinet d'expertise comptable, même si c'était de manière plus accessoire, assistait les dirigeants dans leur choix stratégique et dans la mise en œuvre opérationnelle de tout ce qui a trait à l'administratif, au juridique, à la fiscalité, au social et à l'aspect patrimonial. Donc c'est très large. Et de ce point de vue-là, effectivement, la salariée a exercé une activité totalement concurrente. Donc, ici, ce qu'il y a à retenir, effectivement, c'est qu'il y a bien de caractériser un manquement à cette obligation de loyauté et il se déduit, effectivement, de cette décision que même si c'est une fraction des services qui est concurrencée par la salariée, on retient pleinement ce manquement à la loyauté et on retient effectivement cette concurrence déloyale. Donc, la salariée n'a pas obtenu gain de cause.
Voilà pour ce premier arrêt, enfin, le deuxième. Eh ben, merci Coralie. Il n'y a toujours pas de questions, donc on enchaîne, Fabrice. Alors, on continue, s'il n'y a pas de questions, avec un tout autre sujet qui concerne les licenciements économiques. Vous le savez, quand on fait des licenciements économiques, il y a lieu à procéder à des recherches de reclassement, à une recherche de reclassement pour les salariés concernés, à leur proposer des offres de reclassement, et évidemment, si on peut éviter les licenciements, en cas d'acceptation du ou des postes de reclassement proposés, les salariés ne seront pas licenciés, ne feront pas l'objet de la mesure et seront reclassés à ce poste qu'ils auront accepté. Le Code du travail, évidemment, réglemente cette partie de la recherche de reclassement et notamment les modalités précises de cette recherche de reclassement et des offres qui sont faites aux salariés. Le Code prévoyant que ces offres peuvent être faites finalement de deux manières, soit une offre directe, individuelle, faite aux salariés, soit, notamment quand on parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi, donc pour des entreprises d'au moins 50 salariés, par la diffusion d'une liste des offres de reclassement internes. Le Code du travail prévoit précisément les modalités de cette liste, c'est-à-dire ce qu'elle contient. Et elle nous dit, le Code du travail nous dit notamment que la liste, c'est l'article D1233.2.1 du Code du travail, la liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidature multiple sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Cet arrêt du 8 janvier 2025, dont je vous parle, va précisément porter sur cette question des critères de départage lorsqu'il y a donc diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, alors qu'il n'y a pas mention sur cette liste des critères de départage entre les salariés s'il y a plusieurs salariés qui acceptent le même poste. On est dans une affaire où donc un licenciement pour motif économique est effectué dans le cadre d'un PSE signé dans le cadre d'un accord majoritaire et à la suite des licenciements, un certain nombre de salariés contestent leur licenciement avec cet argument qui est de dire les offres la liste d'offres qui a été transmise ne contenait pas toutes les mentions prévues par le dispositif du Code du travail, en particulier donc les critères de départage entre salariés, de telle sorte que la recherche de reclassement doit être considérée comme mal effectuée et donc le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Donc la question était finalement de savoir quels devaient être les effets, les conséquences de l'absence de cette mention, parce qu'il n'y a pas de débat, cette mention est absente en l'occurrence. La Cour de cassation va rappeler les termes du Code du travail que je viens moi-même de vous rappeler, et elle aboutit à la solution suivante, qui est de dire, à défaut de cette mention, l'offre est imprécise, donc elle nous affirme, Cour de cassation, que cette offre est considérée comme imprécise en ce qu'elle donne, c'est là où on est dans l'intérêt particulier de l'arrêt, en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation aurait pu prendre une autre option de considérer, par exemple, qu'il y aurait une irrégularité quelconque dans la procédure. Non. La Cour de cassation considère que cette absence de mention équivaut à un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, comme si l'obligation n'avait pas du tout été respectée, de telle sorte que cela prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Donc, ça veut dire, si je raccourcis tout ça, absence de cette mention, licenciement sans cause réelle et sérieuse de manière automatique. Donc, c'est une décision qui est assez rigoriste, assez sévère, puisque cette mention que l'on pourrait qualifier de formelle aboutit au licenciement sans cause. Alors, pourquoi je l'exprime comme ça? Elle pourrait, parce qu'évidemment, c'est ce que dit la Cour de cassation, elle n'est pas que formelle. Derrière,
il y a des droits pour le salarié qu'il ne peut pas exercer normalement parce qu'il n'a pas toutes les informations à cause de cette absence de mention. Et donc, c'est de cela que la Cour de cassation tire l'absence de cause du licenciement. Donc voilà, un élément très important à retenir. C'est la première fois à ma connaissance que la Cour de cassation affirme les choses de manière aussi claire sur le sujet. Si vous devez pratiquer des licenciements pour motif économique, attention à cette mention si vous communiquez une liste des offres de reclassement, oui. Si vous manquez à cette mention, et peut-être à d'autres d'ailleurs, en tout cas à cette mention des critères de départage, vos licenciements seront automatiquement considérés comme sans cause réelle et sérieuse. Ça sous-entend donc, quels que soient les autres éléments du dossier, notamment le bien fondé du motif économique que vous utilisez à la base. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Alors, on n'a pas de questions sur cet arrêt. Par contre, alors on a une question sur l'arrêt d'avant, Coralie. Est-ce que du coup, je peux te demander de répondre, parce qu'elle n'était pas juste au moment où on a commencé l'autre arrêt. Donc, qu'en est-il des clauses à insérer dans les contrats à temps partiel en prévention d'une activité professionnelle autre ? Alors, très bonne question. L'analyse des éléments publiés, quels que soit sur les bases de données, bien souvent nous renvoie à l'idée d'insérer une clause d'exclusivité dans les contrats. Et tous les commentaires brûlent pour dire qu'effectivement, la liberté de travailler autorise à cumuler plusieurs activités et toute restriction apportée à ce principe supposerait l'insertion d'une clause d'exclusivité dont, je rappelle, la validité est très limitativement encadrée par la Cour de cassation. Les conditions sont multiples, cumulatives, puisque toute restriction au travers d'une clause d'exclusivité doit répondre au caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit être encore justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ça, c'est d'un point de vue rédactionnel. D'un point de vue plus pratique, j'émets quand même des réserves à le formuler de cette manière, au travers d'une clause d'exclusivité, parce que, comme je le disais, la validité est très limitativement encadrée. Sur le plan pratique, on va considérer que du coup, qui dit exclusivité, ça va amener probablement le salarié à discuter soit d'une requalification de travail à temps plein, voire à temps partiel, ou sinon, dans la majorité des cas, on va pleuvoir des demandes d'indemnité en réparation pour une clause illicite. Moi, je serais d'avis de formuler les choses sous l'angle plus d'une restriction liée effectivement à la nature du poste occupé et qui, donc, de par la rédaction, viserait simplement et seulement à interdire le salarié d'occuper et donc d'exercer une activité professionnelle, quitte à préciser et à rappeler quelle est l'activité complète exercée par l'entreprise. Pour plus enfermer le caractère de concurrence, expliciter cet aspect-là plus que d'exclusivité. Parce que c'est pas tellement l'exclusivité du coup que vous rechercheriez, mais plus de préserver l'activité, donc les intérêts de l'entreprise, en faisant en sorte que le salarié puisse travailler par ailleurs sans vous porter concurrence. Voilà, si j'ai répondu, c'est génial, sinon je vous laisse compléter pour que je puisse affiner. Non, a priori, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. On passe au sujet d'après. Du coup, tu gardes la parole. Alors, sujet suivant, effectivement, alors là encore, très intéressant, on va parler d'SMS dénigrants. C'est un arrêt assez intéressant pour le coup, puisqu'en dernier lieu, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait envoyé, à partir de son téléphone portable professionnel, des SMS critiques envers la société et des SMS dénigrants à l'égard de ses dirigeants. Tout ceci dans le cadre d'échanges avec des salariés qui étaient en poste, toujours en poste donc, ou des salariés qui avaient quitté la société avec lesquels ils étaient en litige. Alors, premier petit rappel préalable en jurisprudence, on l'a vu depuis l'arrêt Nicole, il y a eu d'innombrables sujets apportés sur ces aspects-là. En jurisprudence, effectivement, on distingue donc une séparation stricte
entre les moyens qui sont utilisés pour pouvoir dire est-ce que c'est professionnel ou au contraire est-ce que c'est de l'ordre privé et que par conséquent il y a le secret des correspondances qui fait barrage à la possibilité de l'entreprise d'utiliser ces SMS en justice. Alors, il faut être effectivement particulièrement vigilant et attentif quant aux moyens utilisés par le salarié pour savoir si on va pouvoir les retenir et en faire état dans le cadre d'une procédure disciplinaire, voire ultérieurement dans le cadre d'un contentieux pour se défendre. On dissocie donc les messages échangés par un salarié au moyen d'une messagerie professionnelle. Là, pour le coup, moins de doutes, moins de débats. On va estimer effectivement que ces outils, comme ils sont mis à la disposition du salarié pour les besoins de l'activité, ils auront un caractère professionnel. Et on va les dissocier effectivement de messages adressés par le salarié au moyen d'une messagerie personnelle, lesquels ici relèveront davantage de la vie privée du salarié, seront couverts par le secret des correspondances et on ne pourra pas effectivement les diffuser dans un dossier contentieux. Alors, en ce qui concerne les faits, dans cet arrêt, il s'agissait d'une salariée qui avait été licenciée pour faute en raison de propos dénigrants, tels que cela ressort de l'arrêt, de propos dénigrants qui visaient à la fois la société en tant que telle et les dirigeants. Et en particulier, cette salariée avait tenu des propos explicites, pour ne pas dire le mot PD, dans des SMS. Donc, en fait, ici, elle détournait une appellation dite EPD. Donc, en gros, dans l'entreprise, ça voulait dire entretien, progrès, développement, pour désigner le directeur général en disant on peut vraiment dire de lui que c'est le PD. Vous l'avez compris. Voilà. Donc, elle conteste la rupture de son contrat et elle estime qu'elle n'a pas exercé un abus de son droit d'expression, de sa liberté d'expression. Elle soutient également que ces SMS s'étaient tenus dans un cadre restreint et ils n'avaient pas vocation à être rendus publics et donc ils constituaient une conversation d'ordre privatif. Cette salariée était déboutée par la Cour de cassation, par la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, qui ont jugé effectivement que le licenciement se justifiait. Alors, en défense, vous l'avez compris, la salariée est allée plutôt discuter le caractère d'abus pour dire que finalement, elle jouissait parfaitement de cette liberté d'expression, qu'elle n'avait aucunement l'intention de nuire et que dans la mesure où c'était pas publié, que c'était restreint auprès de salariés qui faisaient partie de l'entreprise ou avaient fait partie de l'entreprise, aucun abus ne saurait être caractérisé. La haute juridiction, elle estime au contraire que ces messages litigieux pouvaient être retenus ici au soutien de cette procédure disciplinaire, car ils bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés par cette salariée au moyen du téléphone professionnel, donc mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction. Elle rappelle, la Cour de cassation également, que si effectivement le salarié jouit dans l'entreprise comme en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, c'est à condition toutefois de ne commettre aucun abus. Or là, on caractérise pleinement le caractère injurieux, voire excessif, puisqu'en l'espèce, elle considère que l'abus existe dans l'exercice de sa liberté d'expression, puisque, pour ne pas le citer, ici on l'a dit, elle a employé le terme le PD. Donc, effectivement, ce que finit de dire la Cour de cassation, c'est qu'il importe peu que la diffusion de ces propos ait été restreinte à partir du moment où on caractérise l'abus. Donc, arrêt intéressant à retenir, effectivement, parce que ça apporte un éclairage en termes d'appréciation au plan factuel. Si c'était toutefois des critiques sans caractère injurieux, je ne sais pas si effectivement la faute grave aurait été retenue ou s'il y aurait eu un débat pour déclassifier en cause réelle et sérieuse, mais en tout cas, je vous invite à garder précieusement cet arrêt pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Voilà. Eh ben, merci Coralie. Il n'y a pas de questions. Si ça pianote un peu, on va attendre juste quelques secondes.
Ah. Est-ce que tout repose sur le téléphone professionnel utilisé par la salariée? Alors, là, dans ce cas précis, c'est effectivement ce qu'on peut en retirer, puisque la Cour de cassation, dans son attendu, elle dit bien qu'il s'agissait de messages litigieux qui avaient été adressés par le téléphone professionnel et que du coup, c'est le caractère professionnel effectivement qui est retenu, puisqu'on parle de présomption de caractère professionnel. Ça reste toujours de la présomption, mais là, en l'occurrence, tous les éléments ont été retenus. Donc oui, ça a son incidence, ça a son importance. Si ça avait été, comme je vous le disais tout à l'heure, une messagerie, enfin l'envoi s'était fait par le biais d'une messagerie personnelle, ça aurait été beaucoup plus discuté sur le caractère probatoire, puisque l'employeur n'aurait pas pu extraire ces éléments-là, puisque c'était restreint de par nature. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'était bien par le biais du téléphone professionnel. Donc, la présomption du caractère professionnel y était. Et au-delà, de par la nature des éléments adressés, c'était toujours en lien avec l'activité de la société et les dirigeants de l'entreprise. Donc, oui, ça reposait vraiment sur le téléphone professionnel. Ok. Allez, on passe à l'arrêt d'après. Fabrice, c'est à toi. À moi, alors on était dans des termes poétiques. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose dans cet arrêt, puisque on ne sait pas, il est un peu creux cet arrêt de la Cour de cassation que je dois vous présenter du 11 décembre 2024, en ce qui concerne en tout cas les faits, puisqu'on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances du licenciement dont il est question dans cet arrêt. Par contre, on a un apport de droit, ou plutôt, je ne devrais pas dire un apport, parce qu'en réalité, on devrait le savoir depuis longtemps, mais un rappel clair de la Cour de cassation sur la différence et la distinction entre le bien fondé du licenciement, donc est-ce qu'un licenciement est bien fondé, est-ce que la faute grave est bien fondée, et le caractère vexatoire. Alors, je le disais à l'instant, on n'a pas de détails sur les faits précis du dossier, donc du licenciement. Qu'est-ce qui aurait pu éventuellement être vexatoire dans le licenciement opéré dans cette affaire? On a un arrêt qui est très minimaliste, puisque la Cour de cassation s'attache finalement uniquement au raisonnement tenu par la Cour d'appel. Dans cette affaire donc, de licenciement, il y avait une revendication en absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave pratiquée de la part du demandeur, mais aussi des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. La Cour d'appel a jugé que dès lors que le licenciement pour faute grave était justifié, donc la Cour d'appel considère qu'il est justifié, il y avait lieu, je serais tenté de dire nécessairement lieu, automatiquement lieu, de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Et la Cour de cassation ne va finalement pas plus loin, c'est pour ça que je vous disais qu'il est assez creux en matière factuelle, cet arrêt, puisque dans sa motivation, elle nous dit de manière très claire et très rapide, je dirais, même lorsqu'il est justifié pour une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison de circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Donc même si le licenciement est bien fondé et que le juge le reconnaît comme tel, ce que nous dit la Cour de cassation, il peut y avoir licenciement vexatoire. Cela n'écarte pas le licenciement vexatoire, la possibilité de licencier, de reconnaître un licenciement vexatoire. Et la Cour de cassation dit qu'effectivement, la Cour d'appel aurait dû contrôler, vérifier, examiner si il y avait des circonstances vexatoires. Donc, si on schématise un petit peu ce que nous dit la Cour de cassation, je dirais il y a le fond et la forme. Donc, sur le fond, effectivement, il y a lieu d'analyser le bien fondé du licenciement, le motif du licenciement évoqué par l'employeur. Cela peut aboutir à la reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc à des dommages et intérêts qui sont plafonnés dans le cadre des dispositions légales en fonction de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle souvent en raccourci le barème Macron. Et vous avez de l'autre côté la forme. Si effectivement vous avez entouré le licenciement de mesures vexatoires, alors il y a eu parfois dans l'actualité des cas un peu caricaturaux, mais qui néanmoins étaient réels,
où on a appelé des salariés licenciés au micro dans l'entreprise, par exemple, mais on n'en tombe pas forcément là pour arriver à la reconnaissance d'un licenciement vexatoire. Il peut y avoir d'autres illustrations. Eh bien, selon la forme que vous y mettez, il peut y avoir une sanction spécifique et finalement indépendante de l'analyse du bien fondé. Donc, à retenir, ça veut dire que dans la pratique des entreprises, ça devrait aller sans dire, mais comme disait Taïran, ça va mieux en le disant, effectivement, vous avez à faire attention aussi bien aux motifs et aux fondements qu'à la manière dont la procédure se déroule pour ne pas tomber dans une reconnaissance de licenciement vexatoire. La Cour de cassation nous rappelant donc avec cet arrêt que l'un n'écarte pas l'autre. On peut très bien avoir un licenciement bien fondé sur le fond et néanmoins reconnu comme vexatoire et donnant lieu uniquement sur ce fondement à des dommages et intérêts. Donc attention au fond, mais aussi à la forme. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt? Non, il n'y a pas de questions sur cet arrêt. Alors, je passe la parole. Allez, dernier arrêt qui concerne cette fois la prime d'ancienneté. Petite décision assez innovante, vous allez voir. Alors ici, pour entrer dans le vif du sujet, il s'agissait d'un employeur qui avait versé à une salariée une allocation supplémentaire conventionnelle, c'est comme ça que c'est intitulé, mais en vrai, à travers cette expression, on vise une prime d'ancienneté qui avait été versée pendant 20 ans, alors que la salariée n'avait pas atteint le niveau de rémunération exigé conventionnellement pour pouvoir en bénéficier. Les juges du fond ont retenu que l'erreur de l'employeur a perduré effectivement bon nombre d'années, ne revêtait pas pour autant le caractère d'une prime et ne pouvait donc pas constituer un droit acquis ou un usage. La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d'appel. La Cour de cassation retient que cette allocation supplémentaire pour ancienneté était devenue, en raison de son paiement systématique par l'employeur pendant 20 ans, indépendamment de toute condition conventionnelle d'attribution, un élément de rémunération de la salariée. Autrement dit, par l'écoulement de ce temps et par le caractère systématique de versement de cette prime, effectivement, ça a créé un engagement contractuel de l'employeur vis-à-vis de cette salariée. Donc, le versement de cette prime, aussi longtemps soit-il, effectivement, avait été caractérisé un élément de rémunération pour la salariée. C'est une jurisprudence innovante puisque ici, on considère que le versement de cette prime repose sur la répétition systématique des versements, bien qu'ils soient erronés. Et pour cela, effectivement, cette décision invite à une attention particulière dans la gestion des primes à l'égard des salariés. Alors, comment effectivement une erreur peut devenir un élément contractuel? Avant cette décision, je vous renvoie à la lecture d'un arrêt qui avait été rendu en décembre 2023. Je vous mettrai la référence par la suite. Dans cet arrêt de décembre 2023, la Cour de cassation avait déjà jugé que la contractualisation d'une prime peut résulter d'une erreur de l'employeur. Et dans cette décision-là, c'était suite à un défaut de paramétrage du logiciel Pay que l'employeur avait versé par erreur pendant 7 ans des primes à un salarié. Donc ici, on avait retenu effectivement que cette erreur devenait un élément contractuel, donc un avantage supplémentaire en termes de versement. Cette décision, déjà à cette époque-là, elle paraissait étonnante, dans la mesure où jusque-là, la jurisprudence était constante sur le principe de l'erreur, en considérant que même s'il s'agissait d'erreurs répétées, l'erreur ne pouvait être créatrice de droit. Sauf que depuis du coup cette décision de décembre 2023 et aussi par celle la présente, donc puisque la Cour de cassation confirme sa position, on peut dorénavant considérer qu'une erreur est créatrice de droit et devient un élément contractuel. Sur la base de ces deux décisions, les juges peuvent donc conclure que l'erreur devient un élément contractuel sur lequel l'employeur ne peut plus revenir, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une erreur répétée durant plusieurs années. Donc, ce qu'on peut retenir de ces deux décisions, finalement, c'est la longévité de l'erreur
qui semble être en effet une condition déterminante dans la position de la Cour de cassation. En 2023, je vous l'ai dit, le versement avait été fait pendant 7 ans, ici 20 ans. Donc c'est vraiment ce caractère-là qui va figer, qui va transformer cette simple erreur en un élément contractuel. Donc soyons particulièrement vigilants pour éviter ce genre de situation, puisque l'employeur n'aura plus du tout la main pour défaire ce qu'il a fait, même si ça a été fait unilatéralement et que sur le principe, on peut considérer qu'on n'a pas le consentement du salarié à avoir. Mais force est de constater que sur ces 2 décisions, la jurisprudence a bien évolué. Donc, soyons très attentifs. Voilà. Alors, et du coup, on a une question. Est-ce que cela signifie que la prime s'inscrit au contrat de travail ou le montant est ajouté dans le salaire fixe brut? Par nature, l'erreur, elle se transforme en élément contractuel. Simplement, on en déduit que même, pour le coup, ça ne figurait pas au contrat, mais ça figurait sur les bulletins de salaire. Donc oui, c'est un élément qui engage l'entreprise. Donc l'employeur ne pourra pas le défaire. Si vous voulez, sans parler de consentement même ou de contrat, là, en l'occurrence, il n'y avait pas de mention dans le contrat. Ça figurait sur les bulletins de salaire. Et donc, il y a juste à retenir que ça se transforme en un engagement contractuel, donc une obligation de la part de l'employeur d'assurer le versement pour la suite. Voilà. Mathilde poursuit. Voilà, c'est clair. Ça marche, parfait. On arrive à la fin de cette actualité sociale. Du coup, Fabrice, est-ce que tu veux remettre le petit lien que tu avais je peux le remettre, tout à fait. Avec une précision, parce que j'ai vu un petit peu les échanges que j'avais pas lu tout à l'heure. Donc, je rappelle quand même que Capstan intervient uniquement en conseil des entreprises. C'est notre spécificité. Nous sommes un cabinet pour les entreprises, spécialistes en droit du travail. Je le dis parce que je lisais un échange concernant potentiellement un CSE. Nous intervenons pour les entreprises véritablement avec cet esprit d'être un partenaire des services, des ressources humaines, des sociétés. Mais voilà, je viens de vous remettre donc le lien. N'hésitez pas, vous pouvez aller évaluer vous-même. On l'a un petit peu affiné. Le budget d'un abonnement, et n'hésitez pas à nous solliciter. Vous verrez, il y a un bouton pour demander à être contacté. On en sera informé et on ne manquera pas de le faire pour affiner éventuellement l'évaluation que vous auriez faite et voir comment on peut vous aider sur le long terme, parce que c'est vraiment la meilleure manière d'organiser les aspects juridiques de vos ressources humaines, c'est de travailler sur le long terme et de manière périodique et pas d'attendre que les problèmes se réalisent. Souvent, c'est un peu tard. Voilà. Merci beaucoup Fabrice. Du coup, juste pour information, il n'y aura pas de prochain webinaire le mois prochain. On vous enverra une date. Il faut qu'on la fixe avec Fabrice et Coraline. Donc, je pense que ça aura plus lieu vers le mois d'avril-mai. Donc, on vous tiendra au courant. Et donc voilà. Et écoutez, on vous souhaite une belle après-midi et puis à bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.